Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Karine Orio, journaliste, Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité. L'Érythrée et l'Éthiopie annoncent la fin de la guerre qui les opposait. Déclaration historique du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et du chef de l'État érythréen Isaias Afewerki à Asmara à l'issue d'un sommet sans précédent depuis 20 ans. Les deux pays veulent normaliser leurs relations diplomatiques. Décision historique qui intervient après des décennies de conflits. Tsorona, Badmé était la frontière de la discorde entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Une situation qui a donné lieu en 1998 à une guerre qui a duré jusqu'en 2000. Des accords ont été signés, mais le différend n'a jamais réellement pris fin. Ce lundi, les deux pays annoncent officiellement la fin des rivalités, litige frontalier qui a fait plus de 80 000 morts. Fanny Mounichi. 20 ans que le dialogue était rompu entre les deux pays. L'Érythrée et l'Éthiopie ont franchi ce lundi 9 juillet un premier pas vers la paix. À l'issue d'un sommet historique, le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration mettant fin à l'état de guerre. Avec la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la Corne de l'Afrique sera une région de paix et de développement. Nos peuples qui vivent éparpillés en tant que réfugiés reviendront avec dignité. Ce dégel des relations diplomatiques entre les deux pays, l'arrivée au pouvoir en avril d'Abiy Ahmed en a été l'élément déclencheur. Le Premier ministre évoquant dès le mois de juin son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée. Il y a très peu de doutes sur le fait que le Premier ministre soit l'instigateur de cette reconnexion diplomatique jusqu'à la démission du Premier ministre sortant, Haïlé Mariam Desalegn. Il n'était pas question, même au sein de la coalition politique au pouvoir en Éthiopie, il n'était toujours pas question d'une reconnexion des relations diplomatiques. Tout au contraire, il était davantage question d'une militarisation aux frontières, notamment d'une crispation de ces relations avec la prise de la ville de Badmé. L'Érythrée et l'Éthiopie sont entrés en guerre en 1998 en raison de désaccords sur la frontière. En 2002, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye avait attribué Badmé à l'Érythrée, mais Addis Abeba avait jusqu'alors ignoré ce jugement. Accord de paix historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi. Alors pour l'instant, cette volonté de paix, bien qu'historique, n'est qu'une annonce. Est-ce que les deux pays sont véritablement à même de s'attaquer à la cause profonde de ce conflit, à savoir la gestion des territoires disputés depuis déjà plusieurs années? Oui, personnellement, je suis très content de voir un leader jeune, 42 ans quand même, de sa génération. Ce Premier ministre, en fait, est la synthèse pratiquement de toutes les ethnies de la Corne d'Afrique. Il est en même temps Oromo, il fait partie aussi des Tigrés. En fait, il représente chrétiens, musulmans. Voilà, musulmans. Il a tout pour réconcilier ces deux peuples-là. Et la volonté politique qu'il met dedans, ça montre bien sa détermination d'y arriver. Dans le reportage, on a vu que tout le monde n'était pas d'accord. La preuve, c'est qu'il a fait preuve d'une tentative d'assassinat la semaine dernière. Donc ça montre bien qu'il y a des hostilités. Mais sa détermination d'y aller force l'admiration d'un homme politique dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin pour régler vraiment ces problèmes-là. Ça ressemble un peu le cas du Tchad de la Libye. Vous savez, la Libye qui ne veut pas restituer le territoire tchadien. On a été à la Cour internationale, on a récupéré notre territoire. La Libye a respecté les règles. Dans le cas Érythrée et Éthiopie, l'Éthiopie a refusé d'appliquer justement cet accord d'Alger. Donc ce refus d'appliquer a mené à la guerre. Donc maintenant, lui, qu'est-ce qu'il décide? Ce n'est pas lui qui a pris la décision. Il a dit juste que j'applique l'accord signé par mon prédécesseur. Ça veut dire que l'État éthiopien s'est engagé et a signé. Donc du coup, il a fait respecter la parole de l'Éthiopie. Donc qu'est-ce que l'Érythrée attendait? L'Érythrée attendait que ça. La seule condition de l'Érythrée, c'était de dire vous avez signé un accord, respectez cet accord et on fait la paix. Donc du coup, je crois que c'était très beau. Moi, je crois qu'il nous faut des leaders déterminés et des leaders capables de prendre le destin de leur nation et d'aller de l'avant et de réaliser l'impossible. Karine Orio.
Oui, alors entièrement d'accord sur le fait effectivement que c'est une nouvelle génération de leaders qui arrivent au pouvoir et qui sont aujourd'hui au-delà, justement au-dessus des ethnies, des religions, et que c'est très très bien. Par ailleurs, c'est aussi important, je pense qu'il n'y a pas que la volonté de ce Premier ministre, je pense que les deux peuples, des deux côtés, des deux pays aussi, sont prêts à parler de réconciliation, de paix. On a dit effectivement que c'était un accord de paix et d'amitié. C'est ce qui apparaît un peu partout. Il faut quand même rappeler que l'Érythrée et l'Éthiopie, à la base, c'est quand même les mêmes peuples, c'est les mêmes ethnies, donc c'est des familles qui sont séparées et qu'il est peut-être temps aujourd'hui de passer à autre chose. Mais au-delà de ça, à part la réconciliation entre familles, entre peuples, je pense qu'il y a aussi une volonté pour l'Éthiopie d'aller un peu plus loin en termes économiques. Parce que pour parler d'intégration économique, l'Érythrée qui était censé être un petit adversaire pour l'Éthiopie, a quand même réussi à bloquer, en tout cas, le transport naval. Donc c'était très compliqué pour l'Éthiopie de s'organiser, et que ça a été quand même assez difficile, même s'ils ont, ces dernières années, signé un certain nombre de partenariats avec énormément de pays, et que le pays s'est vachement relevé économiquement. Il faut quand même reconnaître qu'il y avait des blocages. Alors, que les deux peuples aujourd'hui se retrouvent et fassent la paix, c'est une très bonne chose. Mais c'est surtout, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, je réitère mes propos quand on parlait tout à l'heure du Sud-Soudan, c'est que ça fait partie de l'intégration. Et si on veut avoir cette Afrique qui est forte économiquement, ça passe d'abord par la paix et puis associer nos compétences économiques. Alors, des enjeux économiques pour l'Éthiopie, mais également pour l'Érythrée. On sait que le régime est de plus en plus décrié, en réalité décrié depuis plus de 20 ans par l'ONU, avec de nombreuses sanctions, un embargo militaire. Le pays, c'est également une économie complètement à terre. Des milliers de jeunes, 3000 jeunes érythréens qui quittent le pays tous les mois depuis déjà 20 ans. Voilà. Est-ce que tout ça a finalement poussé le président Isaias Afewerki à ouvrir un petit peu plus le régime, entre guillemets, notamment à accepter cette main tendue de l'Éthiopie? Non, attention, il ne faut pas se tromper. La paix avec l'Éthiopie ne veut dire pas tout de suite démocratisation. Pas démocratisation, mais c'est quand même un régime véritablement fermé. C'est un régime fermé qu'il faut, à tous les niveaux, qu'il faut qui n'est absolument ouvert à aucun La communauté autre pays. internationale doit faire très attention et justement mettre plus de pression encore sur l'Érythrée pour justement arrêter ces régimes-là. Parce que notre satisfaction, c'est par rapport à un conflit militaire, une guerre. Donc quand une guerre s'arrête, c'est vraiment bon pour l'Afrique. Aujourd'hui, quand on prend la carte d'Afrique, quand on essaie de signaler les territoires où il y a la guerre, par rapport à il y a 20 ans, c'est très encourageant. Aujourd'hui, on a au maximum 10 États en guerre ou en conflit. Donc ça évolue. Donc le fait d'arrêter les guerres entre les États amènera à maintenant s'intéresser à ce qui se passe dans les États et mettre la pression sur des régimes autoritaires. Il y a beaucoup de régimes autoritaires à faire partir. Maintenant, moi, je vois l'aspect économique. L'Éthiopie a des débouchés par Djibouti. Il a fait des accords avec Djibouti. Ils ont l'accès à la mer. Ils ont l'accès. Mais moi, je crois que le lien entre l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est des liens séculaires. En 1952, quand l'ONU a décidé, vous savez que l'Éthiopie n'a pas été colonisée. L'Érythrée a été colonisée par les Italiens. Donc, il y a ces différents-là. Après, ils ont aidé les Érythréens à avoir leur indépendance. Ils se sont battus ensemble. Ils les ont soutenus. Après, ils sont devenus frères ennemis, mais à un moment donné, quand même, de l'histoire, ils étaient ensemble avant que l'ONU ne rattache l'Érythrée à l'Éthiopie. L'histoire a fait qu'ils se sont séparés. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment encourager dans le sens où cette ouverture, c'est l'occasion justement maintenant de mettre la pression et de connaître ce qui se passe aussi, d'avoir accès à l'Érythrée. L'Érythrée est un État le plus fermé du monde après la Corée du Nord. Donc pour moi, c'est une opportunité d'ouverture, oui, qu'il faut encourager. Donc là, il peut s'agir d'un début d'ouverture peut-être pour le régime érythréen. Et géopolitiquement, n'oubliez pas, la Chine, aujourd'hui, l'Éthiopie est pratiquement l'usine de la Chine. La Chine a énormément investi et la Chine est en train de mettre la pression. Et n'oubliez pas aussi que si aujourd'hui on a réussi à aller à une paix rapide, c'est aussi l'implication des États du Golfe. L'Arabie saoudite et les États arabes sont énormément impliqués aussi, même si ça ne se voit pas, parce que l'Érythrée,
a le soutien aussi. En fait, c'est un pays qui parle aussi la langue arabe et qui sont liés avec les pays du Golfe. Donc, ce qui fait qu'ils ont mis la pression, ils se sont impliqués dans cette résolution rapide. Donc, on voit bien que, comme Karine l'a dit tout à l'heure, c'est l'aspect, même dans le reportage, on l'a dit, c'est-à-dire la corne de l'Afrique. On dit la corne de l'Afrique va maintenant bouger, la corne de l'Afrique va se développer. Donc, on pense tout de suite intégration régionale. Donc quand on pense ou quand on est dans une dynamique d'intégration régionale, il faut absolument mais fondamentalement régler les problèmes de conflit entre les États, étant donné que quand on est dans un processus d'intégration, ça veut dire les États, c'est comme en Europe, n'auront pas de rôle massif à jouer, mais les régions prendront de plus d'importance. C'est ça en fait. Donc du coup, ces règlements de conflit entrent dans un cadre de dynamique régionale et d'intégration régionale prévu et travaillé, et dont ces premiers ministres-là et les autres États sont en train de travailler. Donc ce conflit est lié immédiatement à la résolution du conflit du Sud-Soudan, qui va aussi être lié au règlement du conflit en Ouganda, qui va être réglé au problème au Soudan et au Kenya, et du coup, la corne de l'Afrique va aller vraiment dans une intégration économique. Alors, pour la partie érythréenne, c'est véritablement les pressions de la communauté internationale qui ont fini par faire céder le président Isaias Afewerki? Alors, ou en tout cas, on peut le croire. On peut croire, mais j'ajouterais quand même qu'on espère que dans les conditions qui ont été posées, il faut qu'aujourd'hui on parle de bonne gouvernance, de sécurité humaine. Parce qu'effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est le pays le plus fermé. Il y a énormément d'atrocités qui se passent en Érythrée. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait uniquement de signer un accord de paix et d'amitié avec l'Éthiopie, du coup, enlève la pression sur le fait qu'il faut aussi qu'on exige une bonne gouvernance, il faut qu'on exige aussi la sécurité, il faut qu'on réclame que quand même les droits de l'homme y soient respectés, etc. Donc je pense que c'est aussi important. Qu'est-ce qu'on met? Parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, c'est important de parler d'une intégration économique, mais est-ce qu'aujourd'hui, non seulement la communauté internationale, mais l'Union africaine insiste aussi sur la bonne gouvernance, quand on sait quand même qu'on ne peut pas dire qu'au sein de l'Union africaine, ils sont tous blancs comme neige en termes de bonne gouvernance. Mais c'est important. Je pense que si demain on veut effectivement se considérer comme étant très très fort, très performant économiquement, c'est aussi ça qu'on va nous demander, c'est bonne gouvernance, sécurité humaine, c'est les droits de l'homme. Et donc, est-ce qu'ils répondent à cette question-là? Oui, mais la question c'est qu'en fait, là on est arrivé dans une dynamique où pourquoi le régime était fermé et comment il justifiait cette situation? C'était une situation d'état d'urgence permanente parce qu'ils sont en guerre. Donc maintenant, il n'y aura pas de raison qu'il y ait des situations d'état d'urgence, parce que quand il dit état d'urgence, il dit plein pouvoir au président, et donc le président fait ce qu'il veut, et il assassine des gens en les traitant de traîtres et tout ça. Donc maintenant, s'il n'y a plus la guerre avec l'Éthiopie, il n'y a pas raison d'avoir d'état d'urgence permanent. Donc en tout cas, de mon point de vue, c'est un élément important pour dire à ces régimes-là qu'il n'a aucune raison de maintenir cet état d'urgence, et maintenant que l'État, qu'il soit d'ailleurs d'Érythrée, fait partie de l'Union africaine, qui a signé la charte de l'Union africaine de paix et de démocratie. Donc du coup, maintenant, on a des raisons de mettre la pression et comment on appelle, de dire de ne pas accepter l'état d'urgence permanente et qu'il faut démocratiser le régime, ouvrir vers d'autres horizons que cet état fermé. Alors, ce rapprochement entre les deux pays peut véritablement permettre de mettre le curseur pardonnez-moi, sur ce qu'il se passe véritablement en Érythrée, un service national obligatoire à durée illimitée. C'est cela aussi qui pousse, à cause de la guerre. Qui pousse tous ces Érythréens à quitter ce pays. Alors, aucune élection depuis presque 30 ans dans ce pays. Est-ce que toutes ces problématiques-là, toutes ces failles au niveau des droits de l'homme peuvent être portées dans le cadre de l'Union africaine? C'est ce qui vient. Il vient tout de suite. Oui. Abdelkrim vient de dire qu'effectivement, avant qu'il y ait cet accord de signer, l'Érythrée n'avait aucune raison de respecter, de dire ben non, moi je suis obligé de me préparer parce que je suis en guerre permanente avec mon voisin. Donc aujourd'hui qu'il y a cet accord de paix, il n'y a plus de raison qu'on ait un service militaire comme ça illimité, qui ait autant de précautions. Donc, et on va effectivement pousser maintenant l'Érythrée à organiser des élections, à se démocratiser réellement. Donc maintenant, c'est tout le monde justement. Tous les regards sont tournés vers l'Érythrée pour que, justement, ils nous montrent aujourd'hui que, ben non, ils sont prêts à être une vraie démocratie, en tout cas une vraie république, avec des institutions qui fonctionnent. Je crois que le gouvernement érythréen ou le président érythréen a compris qu'il ne va plus tenir. Vu l'évolution de la sous-région,
vu la pression et la situation au Yémen et des stabilités, Oui. ce qui se passe, la guerre là-bas, vu la nécessité d'avoir la stabilité dans la Corne d'Afrique, l'Érythrée n'a plus le choix que de suivre la marche vers la démocratisation, le développement économique, parce que la position de l'Érythrée est stratégique. C'est l'entrée, le golfe d'Aden. Quand on est en Érythrée, on contrôle tout le golfe. Donc aujourd'hui, c'est bénéfique pour tout le monde. Je crois que peut-être qu'ils ne vont pas l'amener en marche forcée comme on l'aurait souhaité tout de suite maintenant, mais le fait d'ouvrir le pays, que l'Éthiopie puisse accéder à la mer, qu'on développe des réseaux, qu'on puisse économiquement faire développer ce pays, puisse permettre maintenant à une évolution de la situation de l'Érythrée. Et que l'Union africaine, comme on a dit tout à l'heure, ait aussi accès. Et aussi l'intégration de l'Érythrée à l'IGAD, cette organisation. Oui. Alors, ce n'est pas vraiment l'IGAD non plus qui a bougé les lignes. Oui, mais le fait même de l'intégrer dans ces organisations et dans ces initiatives permet aussi de faire changer ou d'évoluer les choses. Comme une normalisation des relations entre l'Érythrée et le reste du monde. Et aussi, parce que le fait de dire, OK, avant, l'Érythrée était fermée, isolée, personne ne sait ce qui s'est passé. Maintenant, il n'y a aucune raison que ça soit fermé puisqu'on va l'ouvrir, il n'y a plus la guerre, on va essayer d'entraîner l'Érythrée de force dans cette marche économique afin de pouvoir faire évoluer cet État-là et peut-être, in fine, arriver à un État de droit, à une démocratisation de cet État-là. Karina Arroyo, un dernier mot peut-être avant de marquer une je l'espère, en tout cas le respect des droits de l'homme, parce que malheureusement, dans ces conflits-là, les premières victimes, en tout cas, ce sont les femmes et les enfants. Vous savez, il n'y a pas que dans des pays en guerre qu'il n'y a pas l'état de droit. Parce que même dans des États dits démocratiques, au Tchad ou partout, on n'a pas la démocratie, on n'a pas l'état de droit. Donc on espère au moins pour les Érythréens qu'ils puissent respirer, que la jeunesse érythréenne puisse avoir un avenir en Érythrée, qu'elle puisse construire un avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'est devenu la jeunesse érythréenne, c'est terrible. Merci beaucoup. On le voit avec les migrants, ces centaines de milliers de migrants qui périssent chaque mois en Méditerranée. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.